Russie, février 1917. Le tsar, l'empereur Nicolas II, est toujours le chef des armées. L'impératrice d'origine allemande gouverne à sa place. Les Russes la détestent, la soupçonnent d'être une espionne. Raspoutine, le moine maléfique, a été assassiné parce qu'il influençait la tsarine. Dans ce climat de folie et de religiosité exacerbée, le tsar vit une autre tragédie, le bilan de la guerre. 1 500 000 soldats russes sont morts. Près de 5 millions ont été blessés. Cette usine de prothèses de Kiev est censée rassurer les malheureux amputés, mais elle est à l'image d'un régime à bout de souffle. C'est la Russie tout entière que la guerre a amputée de sa richesse, de ses forces vives, de son énergie. L'armée russe commence à se mutiner. Beaucoup de soldats abandonnent leur poste pour rejoindre leurs femmes qui manifestent le 23 février 1917 à Saint-Pétersbourg contre la guerre, la faim, l'absence du mari. Les étudiants et les ouvriers se joignent à elles. Et c'est le début de la révolution russe. La garnison de la capitale, chargée du maintien de l'ordre, se range derrière les révoltés, comme l'y invitent les pancartes qui proclament « Union du peuple et de l'armée, paix, vive la République, à bas l'ancien pouvoir ». Le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. Il est filmé ici pour la dernière fois. Avec ses 4 filles, les grandes duchesses, et son fils unique, son héritier, le tsarévitch Alexis, qui est hémophile et ne peut régner. Nicolas II cherche alors un autre successeur. Mais l'agitation est telle que le Soviet, le conseil révolutionnaire de la capitale, exige de mettre fin à la dynastie des Romanov, qui a entraîné la Russie dans le monde en guerre. Un gouvernement provisoire, plus modéré, où s'impose le ministre de la Justice, le socialiste Alexandre Kerensky, envisage de laisser partir le tsar déchu en exil. Le plan allemand est d'abord de précipiter le retrait de la Russie du conflit pour transférer les armées du front Est au front Ouest. Dans ce but, le général Ludendorff, toujours le véritable maître de l'Allemagne, a favorisé le retour à Saint-Pétersbourg du principal agitateur politique russe, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Après avoir écrit des livres sur la prise de pouvoir du communisme, il vivait en exil, en Suisse. Il a 47 ans. Si les Allemands ont financé son voyage et son parti, c'est parce que ceux qui ont chassé le tsar en février 1917 continuent à se battre. Si Ludendorff a voulu cette alliance contre nature, ce n'est pas parce que Lénine veut la fin de la propriété privée, mais parce qu'il proclame qu'il retirera la Russie de la guerre. Ludendorff dit « Lénine va renverser les patriotes russes et ensuite je l'étranglerai, lui et ses amis ». Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit « La paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse. » Lénine
accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. 15 décembre 1917, les soldats allemands et russes sortent de leurs tranchées, franchissent les barbelés et fraternisent. Le nouveau régime communiste de Moscou vient de signer un armistice et entame des négociations pour mettre fin à la guerre. Lénine dit « Nous devons arriver à un compromis avec les bandits impérialistes. » À Brest-Litovsk, une gare à 100 km de Varsovie, s'ouvrent les pourparlers de paix le 22 décembre 1917. Les Allemands accueillent goguenards, les communistes qui ne se font pas d'illusions sur les concessions territoriales qu'ils vont être obligés de faire. Le traité de paix est signé le 3 mars 1918. La Russie est amputée de près d'1 million de kilomètres carrés et du quart de sa population. Des pays baltes à la Pologne, qui va renaître, et l'Ukraine, qui entre aussitôt en guerre contre les bolcheviks. Ludendorff a réussi son coup. Il peut transférer une grande partie de son armée à l'ouest. En mars 1918, une Allemagne exsangue, affamée, peut ainsi concentrer 2 millions d'hommes sur le front ouest. Les Allemands ont désormais la supériorité numérique.